Bonjour, bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Connor Matthews s'était bâti une vie solide à Philadelphie. À 30 ans, il travaillait comme ingénieur civil dans l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville, contribuant à des projets qui redessinaient le paysage urbain. Son appartement de Rittenhouse Square était moderne et confortable, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. C'était le genre d'endroit que Melissa et lui avaient choisi ensemble 3 ans plus tôt, lorsqu'ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple mais touchante à l'Independence Hall. Melissa, 29 ans, était directrice marketing dans une agence spécialisée. Elle possédait cette énergie contagieuse qui attirait les gens. Sociable, décidée, Connor avait toujours admiré sa loyauté envers ses amis. Peut-être l'avait-il un peu trop admiré. La meilleure amie de Melissa s'appelait Rachel Porter. Les deux femmes se connaissaient depuis leurs études à l'université Temple et partageaient une proximité quasi symbiotique. Rachel travaillait comme graphiste indépendante et était mariée depuis 4 ans à Mark, un comptable discret d'un cabinet du centre-ville. Le problème, c'était la réputation de Rachel, connue de tous dans leur cercle social. Elle était infidèle, non pas 1 ou 2 fois, mais de manière chronique et quasi compulsive. Connor avait perdu le compte du nombre de dîners ou de soirées où Rachel racontait des histoires de malentendus avec d'autres hommes, toujours avec ce sourire entendu qui montrait clairement qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Le pauvre Mark semblait toujours être le dernier à découvrir chaque épisode. Ce qui dérangeait profondément Connor, c'était l'attitude de Melissa face à tout cela. Dès que quelqu'un critiquait Rachel, même subtilement, Melissa explosait pour défendre son amie. Vous ne savez pas ce qui se passe au sein d'un mariage, disait-elle avec une véhémence qui semblait disproportionnée. Personne n'a le droit de juger. Les relations sont compliquées. Connor essayait de comprendre. Après tout, la loyauté entre amis était admirable. Mais il y avait quelque chose dans l'intensité de sa défense qui le mettait mal à l'aise, comme si Melissa ne défendait pas seulement Rachel, mais un principe plus vaste qu'il ne parvenait pas à saisir. Les choses prirent une tournure décisive un mardi pluvieux d'octobre. Connor rentrait du travail quand il reçut un SMS de Melissa. Mark a mis Rachel à la porte. Elle reste chez nous pour quelque temps. Ce n'était pas une demande, c'était une affirmation. Quand Connor arriva à la maison ce soir-là, Rachel était déjà installée dans la chambre d'amis avec 2 grandes valises et l'air d'une victime injustement traitée. Melissa préparait du thé dans la cuisine, consolant doucement son amie avec des mots apaisants sur les hommes contrôlants et les relations toxiques. Connor salua Rachel avec une politesse forcée et se retira dans son bureau. Quelque chose dans toute cette scène le dérangeait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Dans les jours qui suivirent, la dynamique de la maison changea complètement. Melissa et Rachel devinrent inséparables. Elles partaient ensemble le matin pour la salle de sport, bien que Melissa n'ait jamais été particulièrement assidue à l'entraînement. Elle rentrait tard le soir, prétextant toujours des dîners entre filles ou des séances de thérapie émotionnelle pour Rachel. Connor essayait d'être compréhensif. Rachel traversait un divorce difficile. Il était naturel qu'elle ait besoin de soutien. Mais de petits détails commencèrent à s'accumuler, comme des pierres dans ses poches, de plus en plus lourdes chaque jour. Il y eut le parfum.
Mélissa portait depuis des années la même délicate senteur florale, une odeur que Connor associait fortement à elle. Soudain, elle se mit à rentrer avec une fragrance différente, plus riche, presque trop sensuelle, pour de simples dîners entre amis. Quand Connor le lui fit remarquer, elle haussa simplement les épaules. Rachel m'a prêté le sien. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. L'explication était plausible, mais la façon dont elle évitait son regard incita Connor à archiver ce moment dans sa mémoire. Puis vinrent les dépenses. Connor, qui avait toujours géré leurs finances avec soin, commença à remarquer des débits étranges sur leur carte commune. Des courses Uber vers des adresses qu'il ne connaissait pas, des restaurants chers du centre-ville, un prélèvement de 220 $ d'un hôtel boutique dans le vieux Philadelphie. Lorsqu'il la questionna, Melissa expliqua qu'elle aidait Rachel à couvrir certains frais. Elle est sans le sou tant qu'elle n'a pas réglé ses affaires avec Mark. Je ne peux pas laisser ma meilleure amie dans le besoin. Connor acquiesça, mais se mit à surveiller leur relevé de plus près. Leur comportement aussi avait changé. Il y avait entre elles des rires étouffés, complices, des conversations qui cessaient brusquement quand Connor entrait dans la pièce. Les téléphones toujours retournés sur la table. Des SMS qui faisaient sourire Melissa d'une manière étrange, avec une lueur dans les yeux que Connor ne lui avait pas vue depuis des mois. Une nuit, il se réveilla à 3 heures du matin et remarqua que Melissa n'était pas dans le lit. Il la trouva sur le balcon, parlant doucement au téléphone, riant légèrement. Quand elle le vit, elle raccrocha précipitamment. C'était Rachel qui faisait une crise d'angoisse, dit-elle. Je suis sortie pour ne pas te réveiller. Mais Rachel se trouvait à quelques mètres de là, dans la chambre d'amis. Ce fut le point de rupture. Le lendemain matin, Connor prit une décision. Il connaissait un détective privé par un collègue qui avait traversé un divorce houleux. Liam Chen était discret, efficace et ne posait pas de questions inutiles. Connor l'engagea un lundi, lui fournissant des photos de Melissa et Rachel, la description de leur voiture et les heures approximatives de leur sortie nocturne. 72 heures, dit Liam. S'il se passe quelque chose, je le trouverai. Connor passa ces 3 jours dans un état d'anxiété contenue. Il maintint sa routine habituelle, allant au travail, rentrant à la maison, dînant avec Melissa et Rachel comme si de rien n'était. Mais il observait tout avec un regard neuf. La façon dont elles s'habillaient avant de sortir, toujours coordonnées, toujours impeccables, les sourires qu'elles échangeaient, les SMS constants. C'était comme regarder un film dont il n'avait jamais vraiment fait partie. Un simple figurant en arrière-plan. Le jeudi après-midi, Liam appela. J'ai ce qu'il vous faut. Ce n'est pas joli à voir. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille, près du bureau de Connor. Liam lui tendit une épaisse enveloppe Kraft. Désolé, mon vieux. Dans ces cas-là, j'espère toujours me tromper. Connor attendit d'être seul dans sa voiture pour l'ouvrir. La première photo montrait Melissa et Rachel entrant dans un bar chic de Manayunk, toutes deux habillées de manière provocante, très loin du style décontracté habituel de Melissa. Sur les clichés suivants, elles étaient assises à une table avec 2 hommes. L'un était grand, cheveux sombres et costume coûteux. L'autre était blond, athlétique, avec un sourire confiant. Les 4 discutaient avec animation, buvant du vin rouge, riant. Les photos suivantes étaient pires.
Mélissa et l'homme aux cheveux sombres quittant le bar, main dans la main. Rachel et le blond juste derrière, bras dessus, bras dessous. D'autres clichés en séquence, les quatre entrant dans un hôtel-boutique de Rittenhouse, à seulement 6 pâtés de maison de l'appartement de Connor. Horodatage. 23h47. D'autres photos montraient les mêmes couples quittant l'hôtel le lendemain matin. Horodatage. 15. Mélissa portait la même tenue que la veille. Le rapport de Liam était détaillé et méthodique. La scène s'était produite au moins 5 fois au cours des 3 dernières semaines. Les hommes étaient des hommes d'affaires qui fréquentaient le même bar. Le rapport incluait également des copies de SMS entre Mélissa et Rachel, que Liam avait obtenues par une source proche des intéressés. La soirée va être incroyable. Justin a dit qu'il a réservé la suite que tu adores. Un autre message de Rachel répondait: Parfait, Greg a déjà hâte. C'est le meilleur plan qu'on ait trouvé. Connor sentit son estomac se nouer, non pas d'une tristesse immédiate, mais d'une colère froide et calculatrice. Tout s'éclairait maintenant. La défense obsessionnelle de Mélissa à l'égard de Rachel n'était pas une question de loyauté amicale. C'était une question de complicité. Mélissa défendait Rachel parce qu'elles étaient pareilles. Peut-être l'avait-elle toujours été. Le fait que Mark ait mis Rachel à la porte n'avait pas été le début de quoi que ce soit. C'était une opportunité. Rachel n'était pas chez lui en tant que réfugiée. Elle était là en tant que complice, facilitant les rencontres et fournissant des alibis mutuels. Les dîners entre filles étaient un code pour les nuits avec Justin et Greg. Les séances de sport matinales n'avaient probablement jamais existé. Connor prit une profonde inspiration. Il devait agir intelligemment. Il n'y aurait pas de cris, pas de drame inutile, pas question de leur donner la satisfaction de le voir s'effondrer. Il méritait mieux que ça. Il méritait la dignité. Il méritait la justice. Et cette justice serait rendue selon ses propres termes. Le vendredi soir, Connor rentra plus tôt que d'habitude. Mélissa et Rachel étaient dans le salon, assises sur le canapé, buvant du vin blanc et regardant une série télévisée. Elles semblaient détendues, à l'aise, sans aucune trace de culpabilité ou d'inquiétude. « Salut, chérie, » dit Mélissa nonchalamment. « Tu es rentrée tôt. » Connor ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers la cuisine, prit l'enveloppe qu'il avait laissée dans son sac de travail et retourna dans le salon. Il la posa au centre de la table basse en verre, juste devant elles deux. Le son du papier heurtant la surface trancha le silence de la pièce comme une lame. Mélissa et Rachel regardèrent l'enveloppe, puis Connor. Un changement subtil apparut sur leur visage, une tension qui n'existait pas quelques secondes plus tôt. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mélissa, essayant de paraître décontractée, mais sa voix tremblait légèrement. Connor croisa les bras et regarda sa femme droit dans les yeux. Aucune colère visible sur son visage, juste un calme glacial, infiniment plus troublant. « Ouvre-la, » dit-il simplement. Mélissa hésita, puis tendit la main et prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Rachel se pencha pour voir le contenu en même temps. Connor observa le moment exact où toutes deux réalisèrent ce qu'elles regardaient. La couleur quitta leur visage simultanément. Mélissa laissa tomber les photos comme si elle l'avait brûlée. Rachel porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Connor, je peux tout expliquer, » commença Mélissa,
la voix soudain aiguë et désespérée. Ce n'est pas ce que tu crois. Connor eut un rire, mais c'était un rire sans joie, sec et tranchant. Pas ce que je crois, Mélissa, il y a des photos de vous deux entrant dans un hôtel avec deux types à 11 heures du soir et en sortant le lendemain matin. Tu me prends pour un idiot. Tu crois que je n'ai pas remarqué 3 mois de mensonges? Rachel tenta de se lever, peut-être pour quitter la pièce, mais Connor leva la main. Assieds-toi. Personne ne bouge pour l'instant. Sa voix portait une autorité qu'il ne se connaissait pas. Mélissa pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage qu'elle ne cherchait même pas à essuyer. S'il te plaît, Connor, c'était une erreur. J'étais perdu. Rachel traversait une période difficile et je ne sais pas ce qui s'est passé. Connor secoua lentement la tête. Ne blâme pas Rachel. Tu as fait des choix conscients et répétés. Tu as transformé ma maison en base d'opération pour tes trahisons. Et tu sais ce qui est encore plus pathétique? Tu la défendais. Personne ne comprend ce qui se passe au sein d'un mariage, disais-tu toujours. Maintenant je comprends. Tu la défendais parce que vous étiez pareils, parce que vous trompiez ensemble. Rachel retrouva enfin sa voix, et à la surprise de Connor, elle tenta de contre-attaquer. Mark m'a trompé le premier, je me vengeais, et Mélissa, elle ne faisait que me soutenir. C'était la pire chose à dire. Connor se tourna vers Rachel avec un mépris pur dans le regard. Ce que tu as fait est pitoyable. Mark ne t'a jamais trompé. Tu as inventé cette histoire pour justifier tes liaisons. Et toi, il se retourna vers Mélissa. Tu l'as cru ou tu as fait semblant de la croire parce que ça t'arrangeait. Connor se dirigea vers la fenêtre, leur tournant le dos, prenant une grande inspiration pour garder son sang-froid. Quand il se retourna, sa décision était prise. Vous avez 10 minutes, dit-il. Sa voix était calme, mais inflexible comme l'acier. 10 minutes pour faire vos valises et quitter ma maison, toutes les deux. Mélissa se leva en chancelant, comme si elle avait reçu un coup. Connor, non, s'il te plaît. On peut parler. Une thérapie de couple, n'importe quoi. Je t'aime. Connor la regarda comme une étrangère. Tu ne m'aimes pas. Peut-être que tu ne m'as jamais aimé. Et même si c'est le cas, tu ne sais pas le montrer d'une manière que je puisse accepter. Je mérite autre chose que ça. Il jeta un nouveau coup d'œil aux photos. Et tu sais quoi? En regardant ces images, j'ai réalisé quelque chose. Tu souris dessus, un sourire sincère, plus heureux que tous ceux que tu m'as adressés depuis des mois. Alors, ne m'insulte pas en me disant que tu m'aimes. Il consulta sa montre. 9 minutes maintenant. Les deux femmes échangèrent un regard, encore sous le choc, essayant de comprendre ce qui se passait. Rachel fut la première à bouger, se levant péniblement du canapé pour se diriger vers la chambre d'amis. Mélissa resta figée, tremblante. Et si je refuse de partir, c'est aussi ma maison. Connor attendit qu'elle ait fini pour répondre. Légalement, tu as raison, mais je te suggère vivement de partir maintenant, parce que dans 15 minutes, l'avocat spécialisé en divorce que j'ai engagé hier sera ici avec les papiers, et bientôt tes parents sauront tout. Je ne mentirai pas s'ils me demandent ce qui s'est réellement passé. Tu veux être là pour cette conversation? Même en disant cela, Connor savait qu'il y avait une ligne qu'il ne voulait pas franchir. Il ne voulait pas devenir quelqu'un de cruel, comme elle l'avait été. S'il devait un jour parler aux parents de Mélissa, ce serait par souci de vérité, non de vengeance, mais elle n'avait pas besoin de le savoir maintenant. Le visage de Mélissa s'effondra complètement. La mention de ses parents
était le coup de grâce. Sa famille était traditionnelle, religieuse, conservatrice. Il poserait des questions, et Connor ne mentirait pas pour elle. Tu ne ferais pas ça, murmura-t-elle. Connor ne répondit pas, se contentant de la fixer avec cette expression impassible. C'était une réponse suffisante. Mélissa bougea enfin, se précipitant vers leur chambre en trébuchant sur ses propres pieds. Connor entendit les bruits frénétiques des deux femmes dans le couloir, des tiroirs qui s'ouvraient, des vêtements jetés dans des valises. Rachel sanglotait bruyamment maintenant, pleurant de manière incontrôlable. Mélissa tentait de la réconforter entre ses propres sanglots, mais ses mots sortaient confus et vides de sens. Connor resta dans le salon, immobile, comptant les minutes dans sa tête. À cet instant, il découvrit quelque chose sur lui-même. Il était plus fort qu'il ne l'avait imaginé. La douleur était là, latente, attendant d'exploser plus tard quand il serait seul. Mais maintenant, à cet instant, il n'était que pure résolution. 8 minutes plus tard, les deux femmes apparurent dans le couloir avec des valises faites à la hâte, des vêtements drapés sur leurs bras, leurs visages ravagés par un mélange de larmes et de panique. Mélissa fit une dernière tentative. « Connor, s'il te plaît, laisse-moi au moins t'expliquer correctement. Je t'en supplie. » Connor se dirigea vers la porte et l'ouvrit. L'air froid d'octobre s'engouffra dans l'appartement. « Partez !» Rachel sortit la première, presque en courant, sans un regard en arrière. Mélissa hésita sur le seuil, se retournant une dernière fois. « Je suis vraiment désolée. J'ai tout gâché. » Connor tenait la porte ouverte, attendant. « Oui, » dit-il simplement. « Tu as tout gâché. » Mélissa sanglota une dernière fois et sortit. Connor referma la porte derrière elle, la verrouilla et appuya son front contre le bois frais pendant un long moment. Le silence qui emplit l'appartement était absolu et étrange. Connor retourna dans le salon, ramassa les photos éparpillées sur la table et les remit dans l'enveloppe. Il s'assit sur le canapé où, quelques minutes plus tôt, sa femme et son ami feignaient une normalité qui n'avait jamais existé. Il regarda autour de lui l'appartement qu'ils avaient décoré ensemble, maintenant rempli de souvenirs qui semblaient souillés et faux. Il se permit enfin de ressentir. La colère vint en premier, brûlante et violente, faisant trembler ses mains. Puis la tristesse, profonde et lourde, lui oppressant la poitrine. Et enfin, étonnamment, un étrange sentiment de soulagement. Au moins, maintenant, il connaissait la vérité. Connor ne quitta pas l'appartement ce week-end-là. Il éteignit son téléphone après 17 appels manqués de Mélissa et d'innombrables messages remplis d'excuses, de promesses vides et de supplications. Il ne répondit à aucun d'eux. Le lundi matin, il se rendit chez son avocat, Richard Brennan, un homme d'une cinquantaine d'années, réputé pour être implacable mais juste. Richard avait déjà commencé les démarches en se basant sur les preuves fournies. Un cas clair d'adultère prouvé, dit-il en feuilletant les photos. En Pennsylvanie, cela renforce considérablement votre position. Nous allons demander un divorce pour faute. Vous avez droit à une répartition plus favorable des biens. Connor acquiesça. Je veux que ce soit réglé rapidement. Je ne veux pas que ça traîne pendant des mois. Richard prit quelques notes. Compris. Je vais mettre la pression. Avec autant de preuves, son avocat lui recommandera un accord à l'amiable. Personne ne veut que cela aille au procès.
Ils discutèrent des détails. L'appartement était à leurs deux noms, mais Connor avait payé seul l'acompte avec un héritage de ses grands-parents. Leur compte joint serait partagé, bien que Connor ait déjà transféré ses fonds personnels sur un autre compte. Il n'y avait pas d'enfant, ce qui, tragiquement, simplifiait tout. 2 semaines, dit Richard à la fin de la réunion. Peut-être 3. Elle signera. Connor retourna au travail, essayant de maintenir une apparence de normalité. Ses collègues remarquèrent que quelque chose n'allait pas, mais il évita habilement les questions personnelles. Il se concentra sur ses projets, faisant des heures supplémentaires, comblant le vide avec des calculs de structure et des plans d'architecte. Les nuits étaient plus difficiles. L'appartement semblait trop grand et trop silencieux. Il commença à fréquenter une salle de sport voisine, canalisant sa colère dans des entraînements intenses jusqu'à ce que l'épuisement lui accorde quelques heures de sommeil. C'est au cours d'une de ces nuits sans sommeil que Connor reçut un appel inattendu. C'était Mark, l'ex-mari de Rachel. Connor, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai eu ton numéro par un ami commun. J'ai entendu ce qui s'est passé. La voix de Mark était bienveillante, compréhensive. Je voulais te parler, je crois que nous avons vécu des situations similaires. Ils convinrent de se retrouver pour un café le lendemain. Mark était plus âgé que Connor ne l'imaginait, peut-être 35 ans, avec des tempes déjà grisonnantes et des yeux fatigués qui avaient vu trop de déceptions. Ils s'assirent dans un café tranquille du centre-ville. Rachel m'a trompé 4 fois à ma connaissance, commença Mark, remuant distraitement son café. Probablement plus. Je lui ai pardonné 3 fois. J'ai essayé la thérapie, essayé de comprendre, mais la 4e fois, c'était trop. C'est là que j'ai découvert qu'elle utilisait notre maison pour ses rendez-vous pendant que j'étais au travail. Connor écoutait, voyant sa propre douleur se refléter dans les yeux d'un autre homme. Ce qui me surprend, continua Marc, c'est qu'elle a toujours eu des complices, des amis qui mentaient pour elle, qui créaient des alibis. Ta femme était l'une d'elles. Désolé, je dois le dire. Connor secoua la tête. Je le sais déjà. Elles faisaient ça ensemble. Un système de soutien mutuel pour l'infidélité. Marc soupira profondément. C'est pour ça que je voulais te parler, pour te dire que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai attendu trop longtemps, trop pardonné. Je suis devenu un paillasson. Toi, tu as eu le courage. Ils parlèrent pendant près de 2 heures. Marc partagea des stratégies sur la façon dont il avait reconstruit sa vie après le divorce. Il avait commencé une thérapie, renoué avec de vieux amis, et s'était même mis à la photographie, un passe-temps qui l'aidait à gérer ses émotions. Ça prend du temps, admit-il. Certains jours sont encore difficiles, mais il vaut mieux être seul et en paix que constamment trahi en étant à deux. Connor le remercia pour cette conversation. Pour la première fois depuis la confrontation, il ne se sentait plus seul dans cette épreuve. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse juridique et de négociations tendues par avocats interposés. Melissa tenta de le contacter à plusieurs reprises, mais Connor maintint une communication strictement via Richard. Au début, elle a tenté de se débattre, accusant Connor de cruauté et de vengeance. Mais lorsque Richard a menacé de rendre les preuves publiques au tribunal, elle a cédé. L'accord a été signé dans une salle de réunion froide et impersonnelle. Melissa paraissait visiblement diminuée, avec des cernes profonds et des vêtements mal assortis. Elle a essayé de parler à Connor quand il est entré, mais il a simplement regardé à travers elle, comme si elle était transparente. Le divorce a été finalisé en un peu plus d'1 mois, ce que Richard considérait comme extrêmement rapide
pour une affaire de ce type. Connor a gardé l'appartement après avoir dédommagé financièrement Melissa pour sa part. Elle a pris sa voiture et la moitié du compte joint. Elle s'en sort bien, a remarqué Richard alors qu'il signait les derniers documents. Avec ces preuves, vous auriez pu réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral, mais vous avez été juste. Connor n'était pas intéressé par une vengeance financière. Il voulait simplement en finir. 3 mois passèrent. Connor vendit l'appartement. Il ne pouvait plus y vivre. Chaque pièce recelait des souvenirs désormais empoisonnés. Il acheta un loft industriel reconverti à Northern Liberties, un quartier revitalisé à l'atmosphère jeune et vibrante. L'espace était complètement différent, avec de hauts plafonds, des briques apparentes et de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière naturelle. Il le décora de façon minimale, ne gardant que l'essentiel. C'était un nouveau départ matériel qui symbolisait une renaissance émotionnelle. Il commença également une thérapie sur la suggestion de Mark. Le docteur Patricia Horvat était une psychologue expérimentée, spécialisée dans les traumatismes relationnels. Au cours de leur séance, Connor explora non seulement la trahison, mais aussi ce qui y avait mené. Vous avez ignoré les signaux, lui dit doucement Patricia lors d'une séance. Non par bêtise, mais parce que vous aviez confiance. La confiance n'est pas une faiblesse, c'est elle qui en a abusé. Ces mots libérèrent quelque chose en Connor. Il n'était pas coupable d'avoir fait confiance. C'est elle qui était coupable d'avoir trahi cette confiance. Connor a également renoué avec des amis qu'il avait négligés pendant son mariage. Il réalisa, avec une certaine honte, que Melissa l'avait subtilement isolé de plusieurs personnes au fil des ans, toujours avec des excuses sur le fait qu'elle n'aimait pas un tel ou un tel. Maintenant, il comprenait. Elle voulait moins de témoins, moins de gens qui auraient pu remarquer des incohérences. Il se mit à jouer au basket avec d'anciens amis de l'université le jeudi, assista aux happy hours du travail qu'il avait l'habitude de sauter et rejoignit même un club de course qui se réunissait le dimanche. C'est au cours d'une de ces courses, 6 mois après le divorce, que Connor rencontra Alicia. Elles étaient infirmières à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie, avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval et un sourire sincère qui atteignait ses yeux. Ils coururent côte à côte pendant quelques kilomètres, discutant de petites choses, puis prirent un café ensemble. Alicia était également divorcée, pour des raisons différentes, et il y avait entre eux une compréhension mutuelle de ce que sont les cicatrices invisibles et la reconstruction. Connor ne se précipita pas. Ils apprirent à se connaître lentement, bâtissant d'abord une amitié. Alicia connaissait son histoire. Connor lui raconta tout lors de leur 3e sortie, et elle l'écouta sans jugement. « Tu méritais mieux, dit-elle simplement, et tu le mérites toujours. » Ce n'était pas de la pitié, c'était une reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, Connor sentit qu'il pourrait être capable de faire confiance à nouveau, non pas aveuglément, non pas naïvement, mais avec une sagesse née de la douleur. 9 mois après la confrontation, Connor se trouvait dans un café près de son nouveau travail quand il aperçut Melissa. Elle était seule à une table dans un coin, faisant défiler distraitement son téléphone. Elle avait coupé ses cheveux courts et paraissait plus mince, presque fragile. Il aurait pu partir sans être vu, mais quelque chose le fit s'arrêter. La curiosité peut-être. Elle leva les yeux et le vit. La reconnaissance fut instantanée, suivie d'un mélange complexe de honte, de tristesse et peut-être même d'espoir. Connor se dirigea vers sa table, non pas pour une réconciliation ou un pardon, mais pour une sorte de point final. « Connor,
dit-elle d'une voix rauque. Je ne m'attendais pas à te voir. Il ne s'assit pas. Comment vas-tu? La question était polie, dépourvue de chaleur. Mélissa eut un sourire triste. Je survis. J'ai fini par démissionner. L'histoire a fuité à l'agence. L'ambiance est devenue insupportable. Alors, je me suis résigné. J'essaie de repartir de zéro. Elle hésita. Et Rachel, elle est enceinte de Justin, le type du bar. Il ne veut rien savoir d'elle. Connor traita l'information sans émotion particulière. C'était le karma, peut-être, mais il n'en tira aucun plaisir, juste la confirmation que les choix ont des conséquences. Je suis désolé pour toi, dit-il, et c'était en partie sincère. Il ne ressentait pas de pitié, mais il reconnaissait son humanité imparfaite et brisée. Mélissa le regarda avec des yeux brillants. Tu as l'air bien. Mieux. Connor hocha la tête. Je vais mieux. Ça a pris du temps, mais c'est le cas. Un silence gêné plana entre eux. Mélissa dit enfin ce qu'elle avait besoin de dire. J'ai gâché la plus belle chose que j'ai jamais eue. Tu étais trop bien pour moi, et je ne l'ai pas apprécié. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends. Je sais ce que j'ai perdu. Connor l'étudia un instant. Il y avait de la sincérité, mais c'était aussi trop tard. Je te crois, dit-il finalement, mais ça ne change rien. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Nous sommes sur des chemins différents maintenant. Il se tourna pour partir, mais Mélissa l'appela de nouveau. Connor? Il s'arrêta, sans se retourner complètement. Tu vas être heureux. Tu mérites d'être heureux. C'était une chose étrange à entendre de sa part, presque absurde, mais Connor l'accepta d'un signe de tête. Tu mérites de trouver qui tu es vraiment, toi aussi, répondit-il, sans mensonge, sans jeu. Bonne chance, Mélissa. Et puis il s'éloigna, la laissant derrière lui dans tous les sens du terme. Connor retourna à son loft ce soir-là avec un étrange sentiment de plénitude. Le cycle était bouclé. Il ne la haïssait plus. Il ne ressentait plus de colère, rien d'autre qu'une paix tranquille. Il avait perdu une femme, mais il s'était retrouvé. Il avait découvert des réserves de force qu'il ne soupçonnait pas. Il avait appris que la confiance est un cadeau, pas un droit, et que la trahison en dit plus sur celui qui trahit que sur celui qui est trahi. Alicia venait dîner, apportant de la nourriture thaïlandaise qu'elle avait promise être la meilleure de la ville. Il mit la table, lança une musique douce et regarda par la fenêtre les lumières de Philadelphie qui commençaient à scintiller dans l'obscurité grandissante. La ville semblait différente maintenant, pleine de possibilités plutôt que de souvenirs amers. Il avait survécu. Plus que ça, il s'épanouissait. Quand la sonnette retentit et qu'il ouvrit pour voir le sourire d'Alicia, Connor réalisa quelque chose de fondamental. La fin de quelque chose de terrible avait été le commencement de quelque chose de meilleur. La trahison de Mélissa ne l'avait pas brisé de façon permanente. Elle l'avait plié, mise à l'épreuve, mais en se redressant, il était devenu plus fort, plus sage, plus conscient de sa propre valeur. 10 minutes avaient changé sa vie cette nuit d'octobre, mais les mois qui avaient suivi l'avaient reconstruite, brique par brique, choix par choix. Et tandis que lui et Alicia riaient de quelque chose d'anodin dans la cuisine, Connor sut avec une certitude absolue qu'il avait fait le bon choix. La justice ne consistait pas seulement à punir le coupable. Il s'agissait de s'estimer suffisamment
pour n'accepter rien de moins que ce que l'on mérite, et il méritait bien plus que des mensonges et une trahison. Il méritait la paix, la vérité et la chance d'aimer et d'être aimé sans jeu ni ombre. Et pour la première fois depuis longtemps, il croyait que c'était possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine!